entretien exclusif qui reçoit pour ce nouveau numéro le docteur Jacques Oukoué. Le docteur Jacques Oukoué est économiste, financier, politologue, mais aussi le président de la fondation Jacques Oukoué pour la bonne gouvernance en Afrique. Avec lui, nous allons évidemment parler de la bonne gouvernance en Afrique, mais aussi de la diplomatie, mais pour terminer de l'avenir du franc CFA sur le continent. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Monsieur Tabira, je suis honoré d'être parmi vous autres ce matin pour participer à cette émission. On est ravis de vous retrouver, ce matin sur nos plateaux. Vous êtes Gabonais d'origine, vous êtes au Burkina depuis quelques jours. D'emblée, dites-nous, quel est l'objet de votre visite chez nous au Burkina Faso? Ben, écoutez, je suis venu spécialement au Burkina Faso pour implanter ma fondation et contribuer ainsi à l'effort de développement déployé par le président capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que pour moi, le Burkina Faso est l'un des rares pays de la zone franc CFA, l'un des rares pays francophones qui vraiment fait des pieds et des mains pour sortir du sous-développement et devenir, pourquoi pas, un pays émergent, si Dieu le veut, sous peu. Et donc je me suis dit qu'il fallait apporter mon capital humain en termes de savoir, de compétences acquises ou acquis à l'extérieur, et aussi mon capital financier pour pouvoir évidemment l'injecter ici et contribuer à la promotion du développement humain, in fine, du développement humain burkinabé. Donc, l'un des instruments par lesquels je voudrais passer, c'est vraiment la fondation Jacques Oukoué que je suis en train d'implanter. Elle n'est pas encore, du point de vue juridique, légal, déjà effectivement effective, mais elle Vous est êtes en prospection sur le terrain. Exact. Je suis dans le processus même de la légalisation. Les papiers, effectivement, sont en train d'être faits, mais je suis convaincu que d'ici peu, sous peu, tout va entrer dans l'ordre. C'est donc dire que vous vous alignez dans la vision politique du moment au Burkina Faso. Comment? Ça veut dire que vous avez une bonne appréciation de la politique qui se mène en ce moment au pays des hommes intègres. Ben oui, parce que moi, je n'avais jamais mis pied ou mis les pieds au Burkina avant l'arrivée du président capitaine. Même au Gabon, ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds au Gabon, parce que, évidemment, la politique, la gouvernance locale là-bas ne me convient pas. Idéologiquement, on n'est pas en phase. Donc, l'arrivée du président capitaine et surtout la bonne gouvernance, parce que moi, c'est par les faits que je juge. Et c'est ça qui m'a attiré. Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y avait eu d'autres présidents. J'étais jamais venu. Pourquoi je viens à ce moment-là? Parce que pour moi, il fait le travail que j'attends d'un gouvernant vis-à-vis de son peuple, c'est-à-dire la bonne gouvernance, évidemment, le respect des droits et des citoyens, l'alimentation, la santé, au-delà du problème sécuritaire qui d'ailleurs est en train d'être réglé. Justement, puisque nous parlons de bonne gouvernance, qu'est-ce que vous mettez là-dedans et qu'est-ce que la Fondation compte faire dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance en Afrique? Écoutez, la bonne gouvernance ici va consister à regarder comment, évidemment, les ressources, tous azimuts, sont effectivement gérées. Et le but de cette gouvernance des ressources, c'est l'objectif primordial, c'est la promotion du développement humain au travers d'un indicateur qu'on peut très bien aller voir qui est l'IDH. Si l'IDH du pays s'améliore, pour moi, le pays, les gouvernants du pays sont de bons gouvernants. Donc, évidemment que la Fondation, dans ce cadre-là, peut être d'un appui technique de par le capital humain, évidemment, dont disposent les ressources humaines de cette fondation, qui peuvent prodiguer des conseils en termes de gouvernance, surtout sur le plan économique, sur le plan éducationnel. Hier, j'ai rencontré le staff technique du ministre de l'Éducation nationale pour implémenter un projet éducatif d'envergure nationale, vous voyez, qui aura beaucoup de valeur ajoutée du point de vue
des enseignants, apprentissage par les compétences, du point de vue des étudiants, uniformisation évidemment des connaissances pour qu'il n'y ait plus de disparités énormes entre un étudiant des cascades par exemple et un étudiant du centre, parce que les livres qui seront écrits par moi, homologués par le ministère, ce seront des livres que tous les enseignants vont utiliser. Vous voyez un peu. Mais on pourra aller beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, c'est le premier jet. Voilà un peu des exemples d'actes concrets que la Fondation, évidemment, au travers de ma personne et d'autres ressources à l'intérieur, parce que je ne suis pas seul, j'ai d'autres ressources humaines, ici même au Burkina Faso, entend mettre en place pour aider à la bonne gouvernance. Alors imaginez-vous, avec ce travail-là, le capital humain de la jeunesse burkinabé qui sera dopé. Et le capital humain, on le sait, c'est un déterminant très important de la croissance économique et donc du développement social in fine d'un pays. Vous voyez, il y a des projets comme ça. Il y a des projets aussi que la Fondation compte mettre en place comme dans ses axes stratégiques, celui du financement de micro-projets, c'est-à-dire le microcrédit. C'est-à-dire on va identifier les populations en besoin de financement. Vous savez que l'épargne est une condition très importante du décollage d'un pays. Si vous regardez bien les étapes de la croissance de Gigi Rousseau. Donc si on peut apporter cette épargne-là, qui est souvent difficile d'accès à certaines populations, ben, ça leur permet de financer des activités productrices de revenus, qui leur permet d'avoir un revenu, une dignité aussi, de retrouver, vous voyez, et à partir de ces activités, au niveau macroéconomique, il y aura même des retombées économiques et sociales très importantes. Vous voyez un peu, voilà un peu, je ne peux pas détailler tout ici, c'est ça un peu. Succinctement, ce qu'on voilà. peut retenir, mais on le sait, Ouais. votre créneau, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Quel est l'état de lieu que vous faites de la bonne gouvernance en Afrique de façon globale? De manière, et en fait, il faut faire un distinguo entre les pays. De façon globale, l'Afrique francophone s'en sort très mal. En dehors des pays de l'AES, et on connaît le facteur déclencheur, on parle souvent d'asymétrie temporelle, c'est évidemment l'arrivée au pouvoir, évidemment, des gouvernants patriotes, des gouvernants souverainistes. Parce qu'ils ont compris ce que j'ai toujours dit, urbi et torbi, c'est-à-dire de mettre en place des stratégies de croissance endogène. Ça passe par le souverainisme. Le souverainisme, là, commence par le contrôle de nos matières premières. Et ça aurait un impact important sur les populations en termes de développement, de promotion de leur niveau de vie. En dehors de ces trois pays, ailleurs, c'est des pays aux potentialités énormes, mais avec des populations très pauvres. Donc, globalement, en Afrique francophone, la bonne gouvernance n'y est pas. La preuve, c'est que le résultat final qu'on attend de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, effectivement... Qui se mesure par l'IDH, qui va in fine, n'est pas bien perçu. Voilà, qui se mesure par l'IDH in fine, mais il y a d'autres indicateurs. Si vous les prenez, vous pouvez prendre le ratio interquintile, vous pouvez prendre la courbe de Lorenz. Tous ces indicateurs montrent que l'Afrique francophone est au rouge, en dehors des pays de l'AES, mais là, ils viennent de décoller seulement là. Mais je suis convaincu que d'ici 10, 15 ans... Est-ce que vous voulez dire que l'avenir de l'Afrique passerait par une révolution, puisque les trois pays sont clairement dans une révolution, la révolution qui passe par l'affirmation de la souveraineté? Inexorablement. Inexorablement. Et je suis convaincu que ça fera tache d'huile, parce que lorsque des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger vont se développer à cause du facteur déclencheur de la révolution qui a démarré ici, ben les autres pays seront envieux des autres. Ils vont se demander, mais pourquoi eux, ils se développent et pas nous? Et ils vont comprendre que le facteur exogène de blocage du développement, il faut s'en débarrasser. Je ne citerai pas le nom de ce facteur exogène, vous savez de quoi ou de qui je parle. Donc, inexorablement, ils vont emprunter cette voie de la révolution pour pouvoir sortir du sous-développement, pour aller vers le... Avec toutes les stratégies, nous avons les compétences pour mettre des stratégies de développement dans nos pays, qu'elles soient celles d'import-substitution, qu'elles soient celles des industries industrialisantes, qu'elles soient celles, effectivement, par les exportations, parce qu'il ne faut pas non plus s'occuper du commerce international. Il y a beaucoup de choses à aller chercher dans la mondialisation, vous voyez, mais ça passe d'abord par
le souverainisme politique, si nous avons le contrôle de nos institutions, de notre pays, de nos matières premières, de notre monnaie et de notre politique monétaire, qui est un instrument très important de financement du développement, ben on aura le développement humain in fine. In fine, alors, est-ce que votre pays d'origine, le Gabon, pourrait être amené un jour à joindre cette dynamique enclenchée déjà par ces 3 pays de l'AES? Je suis convaincu que ça arrivera. Parce que le distinguo entre les pays, à l'intérieur des pays francophones, entre les pays de l'AES et les autres pays francophones, mais aussi le distinguo à faire entre les pays francophones et les pays anglophones ou lusophones. Regardez l'Angola. Les pays anglophones, regardez la Tanzanie, le Kenya, le Botswana. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le Botswana. Je fais une version comparative, justement, de la gouvernance entre le Botswana et le Gabon. Pourquoi le Botswana émerge, pourquoi le Gabon n'émerge pas. Vous voyez, il y a des facteurs institutionnels qui viennent jouer. Les institutions régulent les comportements des agents. Si vous avez de mauvaises institutions, vous n'irez nulle part. La performance économique du pays sera nulle. Elle sera nulle. Et donc, au niveau social, il n'y aura aucune performance, aucun développement social. Donc, il faut s'attaquer aux facteurs déclencheurs de la croissance, qui sont les institutions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le courant politiste. Le courant politiste essaie d'étudier comment les institutions influencent les comportements des agents. Et l'ossature même de l'architecture institutionnelle, c'est la justice. Si vous avez une justice indépendante, un état de droit fort, vous allez voir que vous allez canaliser les comportements des agents vers le progrès, vers le développement. Donc ça marche chez les pays lusophones, chez les pays anglophones, nettement moins chez les pays francophones. Les seuls qui sortent la tête de l'eau, c'est les pays comme les pays de l'AES. Le Burkina, actuellement, à peu près 5,1% de taux de croissance. Vous voyez, c'est énorme. Remboursement de la dette. On n'a même pas besoin d'aller emprunter au niveau des bailleurs multilatéraux qui veulent continuer à nous enfermer dans une espèce d'esclavage financier ou monétaire. C'est un outil d'asservissement, on va dire. Oui. Nous n'avons pas besoin. Nous marchons sur des sols et des sous-sols immensément riches. C'est ça, le paradoxe. Aujourd'hui, la dynamique est telle que les Burkinabés souscrivent volontairement à l'effort de paix, vu la politique qui est menée en ce moment. Et les gens vouent une certaine admiration à ce qui se fait sur le plan du développement. Alors, docteur Ougoué, vous appeliez à une abstention massive des scrutins au Gabon. C'était en avril dernier. Pourquoi une telle posture? Est-ce la bonne gouvernance qui est incriminée ou quelque chose de personnel avec le chef de l'État? Non, je n'ai rien de personnel avec le chef de l'État. S'il s'était au fond limité à sa vie privée sans faire effectivement, sans venir comme ça sur la scène publique comme un cheveu qui tombe dans une soupe, je pense que moi, pas du tout. Mais sauf qu'il se trouve qu'il a une position politique de décideur à la tête de l'État. Sauf que pour arriver à la tête de l'État, le processus, on le voit bien, a été biaisé. On le voit, comment il a travesti la Constitution de la République, comment il a manipulé le code électoral. Un seul individu qui viole les normes nationales et internationales, c'est du jamais vu ou du venez voir. Il a violé le code des militaires, il a violé la Constitution de la République, il a travesti ça de manière à empêcher la diaspora à laquelle j'appartiens de participer à l'élection présidentielle, alors qu'on le sait que c'est la personne qui a le plus grand nombre de tares intellectuels, de tares langagières, de tares managériales. À ce point-là? Ben oui, c'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Suivez effectivement ces interviews avec des post-it cachés, avec des
des oreillettes pour soi. Vous voyez, donc lorsque cette personne-là s'impose comme ça, elle va jusqu'à violer la charte de l'Union africaine en son article 25.4 qui dit que toute personne qui a commis un coup d'État dans son pays est disqualifiée à occuper les hautes responsabilités. Et pire, est disqualifiée à assumer, à prendre les rênes du pays. Or, le chef de l'État actuel du Gabon est la personne qui passe outre toutes les normes et en plus pour au final aller d'ailleurs voler l'élection. Ça n'a pas été une élection. Mais c'est dû peut-être au fait que votre appel n'a pas été entendu ou je ne sais pas moi. Non, puisque le président est reconduit. Non, le Gabon est coutumier du travestissement des chiffres. Ils travestissent les chiffres depuis les tableaux de bord de l'économie, les chiffres sur les statistiques financières pour tout le temps aller quémander de l'argent au FMI. C'est le pays qui a le travestissement des chiffres dans son ADN. Mais est-ce que vous n'avez pas favorisé la réélection du président en appelant on ne va pas parler de boycott, mais ça a tout l'air... Non, parce que nous voulions éviter un taux de participation élevé pour donner du crédit. C'est parce qu'ils traficotent les chiffres qu'eux-mêmes se sont fabriqués leurs chiffres pour faire croire qu'il a eu un plébiscite. Il n'y a eu aucun plébiscite. C'est d'ailleurs même ridicule que le ministre de l'Intérieur, au départ, le premier chiffre qu'il vient annoncer, et il se rend compte, c'était je crois de 90%, mais il se rend compte que ça ne tournait pas rond, qu'il y avait effectivement des incohérences. Au niveau du nombre d'inscrits, du nombre de votants. Eux-mêmes, ils savent comment mais tellement ils trichent mal qu'il a été obligé de revenir, je crois, 7 jours après, pour venir modifier à nouveau, alors qu'il avait éliminé tous les acteurs, tous les compétiteurs majeurs, et qu'au fond, il pouvait gagner très bien sans travestir encore les chiffres. Alors, au final, il a 94%, un score stalinien au XXIe siècle. Au XXIe siècle, il faut le faire. Encore que, bon, au Gabon, le ridicule ne tue pas au sommet de l'État. Le Gabon, à l'instar de 4 autres pays du continent, prend part au sommet États-Unis, Afrique, une opportunité pour ces pays et le choix. Quel est le regard que vous portez déjà sur le choix de 5 pays? Ben écoutez, pour moi, c'est un acte de néocolonialisme ou de néocolonisation, si on peut parler ainsi, parce que on vous demande d'aller aux États-Unis dans effectivement les temps actuels d'ébullition dans le monde, où on voit très bien que le Moyen-Orient, il y a une perte d'influence et donc redéploiement de l'Afrique. Et dans quel pays, quand vous regardez un peu tous ces pays, la caractéristique commune, c'est quand même la richesse naturelle, pharaonique de tous ces pays. Alors moi, je crains que ça ne soit une substitution, au fond, de patron entre effectivement la France qui, évidemment, dont l'étoile est en train de pâlir en Afrique francophone, de par, évidemment, les mauvais résultats de son paternalisme qui a toujours été là. Et puis, pour pouvoir sauver les meubles, on laisse la... Les États-Unis sont en train de se repositionner en lieu et place de la France. Oui, je pense que les États-Unis sont en train de se reposer fortement en Afrique. D'ailleurs, ce n'était pas une erreur. Hein. Le général anglais, lorsqu'il sort des insanités, comme on l'a entendu, il a obéi aux ordres de son patron ou de ses patrons. La chance que nous avons eue, ça a été l'éveil des consciences, ça a été le soulèvement panafricain, Urbi et Torbi, pour lui faire un rappel à l'ordre. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qui est tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. C'était calculé, même s'il a été effectivement remercié. Donc pour moi, cette visite aux États-Unis obéit à cette logique-là. C'est des pays qui sont immensément riches en matières premières. Les Américains ont besoin de ces matières premières-là pour, évidemment, accroître leur hégémonie, surtout qu'ils sont pas mal talonnés par la Chine. Qu'est-ce qui en sortira? Je ne pense pas que quelque chose en sortira. Ce qu'il faut,
c'est le souverainisme. Nous voulons la souveraineté des États africains. Et ce n'est pas à l'extérieur en vous convoquant comme de petits sous-préfets pour aller écouter je ne sais qui. Moi, je n'ai rien contre les Américains et j'adore les Américains. Moi-même, je suis Canadien, je vis à côté. Mais nous voulons des relations d'État à État, pas des relations d'individu à individu. C'est le combat qu'on a mené contre la France. Nous n'allons pas substituer la France à un autre impérialiste pour nous soumettre et avoir le contrôle. Vous vous rendez compte des bases militaires? Parce qu'il y a un problème en arrière. L'Africom, je vous le dis, ils vont continuer à vouloir installer des bases militaires et le Gabon fait partie. Il se trouve que le Gabon a déjà même cédé aussi une partie de son territoire pour mettre une base militaire à la Chine. Certainement, c'est une hypothèse que j'ai, mais je ne suis pas Dieu. Certainement, c'est pour se faire tirer les oreilles, pour ne pas accepter celle de la Chine et plutôt accepter celle américaine. Mais nous ne voulons pas ça. Ni la Chine, ni les... Nous voulons des relations d'État à État. Nous voulons la souveraineté de nos États. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur... Autre chose, docteur, ces pays vont en rang dispersé aux États-Unis face à un Donald Trump, un négociateur très exigeant. Alors, on pourrait se demander quelle pourrait être la force de ces pays lors des négociations. Aucune force. Quand je prends le Gabon notamment, je ne connais pas pour les autres très bien. D'abord, il n'y a pas d'union entre les pays africains, ce que je regrette. C'est pour cela que l'intégration économique et monétaire et politique devrait se renforcer parce que ça va créer un bloc solide qui permettrait qu'on parle d'une seule voix. Et donc, l'on pèse face effectivement à la personne qui est en face de nous. Là, vous avez des pays disparates qui vont comme ça, des pays d'ailleurs, surtout pour le cas du Gabon, dont le président n'a aucune légitimité du point de vue populaire, si ce n'est celle légale, mais on connaît la nature des institutions au Gabon, elles sont illégales. Vous avez eu par exemple une présidente de la Cour constitutionnelle qui a été là pendant plus de 30 ans, en violation de sa propre constitution qu'elle est censée effectivement protéger. Alors vous voyez, vous avez des gens qui vont parler au nom de quoi, au nom de qui? Déjà même dans leur esprit, ils savent qu'ils n'ont pas été élus par le peuple et donc ils vont aller défendre aucun intérêt du peuple gabonais et encore moins de l'Afrique. L'AES, une diplomatie commune, un modèle inspirant? Exactement, c'est vers ça que nous devons aller et j'exhorte d'autres pays à aller dans cette voie, renforcer l'intégration qui se fait au niveau de l'AES parce qu'au final, il y aura une intégration politique et donc ça va, comme je l'ai dit tantôt, donner lieu à un bloc solide qui pèsera sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan politique face à d'autres pays ou à d'autres blocs du monde. Alors, selon le journal Africa Intelligence, il existerait un bras de fer au sein de l'UEMOA et en cause la présidence du Conseil des ministres devant revenir au Burkina Faso, contestée par Alassane Dramane Ouattara. Est-ce la peur d'une voie libre ou quelle analyse vous en faites? Ben, vous savez que Alassane Ouattara, c'est un homme lige de qui vous savez. Donc, il ne fait que jouer son rôle de sous-préfet de qui vous savez. Et comme les pays de l'AES, notamment le Burkina, sont des pays qui ont compris la voie à suivre, celle du souverainisme politique, économique, monétaire, pour le bonheur des populations effectivement de l'AES et notamment du Burkina Faso, ben, Alassane Ouattara, qui est un homme lige du système france-africain, ne peut pas ne pas nuire effectivement au Burkina Faso. Ben, je pense qu'il se trompe. Et d'ailleurs, d'ici 5 mois, je pense que le problème sera réglé et je fais confiance au peuple ivoirien, démocratiquement parlant, de régler ce problème, mais son sort semble déjà scellé. Moi, je pense que le président Ibrahim Traoré ne devrait pas accepter cela, parce que c'est une violation flagrante des droits. Le Burkina devrait s'opposer, puisque c'est son plein droit. C'est son plein droit d'être maintenant à la présidence de prendre la présidence de l'UEMOA. Mais quelle sera la conséquence à supposer que le Burkina décide aujourd'hui de dire vous me remettez ma présidence ou je me retire?
Quelle Moi, sera la conséquence d'un retrait, par exemple? En sciences politiques, on parle souvent du concept de fenêtre d'opportunité. Il y a une formidable ouverture d'une fenêtre d'opportunité là. Évidemment que gouverner, c'est prévoir. Je pense que cet incident qu'Alassane veut créer, évidemment parce qu'il obéit à ses maîtres exogènes, extérieurs, devrait servir d'alibi pour le Burkina de sortir définitivement et de l'UMOA. Vous y voyez une opportunité Je vois pour se retirer? Oui, je vois une opportunité de sortie et de l'UMOA et de la zone franc CFA, puisque l'UMOA n'est qu'un arrangement institutionnel monétaire qui fait partie de la zone franc CFA. Mais qu'est-ce qui adviendra puisque le Burkina consomme toujours le franc CFA? Mais c'est pour ça que je dis gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire que si le Burkina Faso est actuellement prêt, parce qu'il y a 2 ans, ils avaient déjà enclenché le processus de souveraineté monétaire, ça veut dire qu'on serait prêt aujourd'hui. Et donc, quand une fenêtre d'opportunité comme ça s'ouvre, on s'engouffre. Il faut la saisir. Voilà, on s'engouffre à l'intérieur et là, le tort va retomber sur eux autres et pas sur nous, sur le Burkina. Parce qu'on ne dira pas que ouais, le Burkina est le mouton noir, patati patata. Mais on dira non, c'est vous qui nous violez des droits. À partir de là, comme dans un contrat signalatique, si vous ne respectez pas votre part du contrat, je suis en devoir de ne pas respecter la partie du contrat aussi qui m'incombe. Voilà comment je pense sur le plan politique avoir ce genre d'individus qui obéissent à des maîtres extérieurs et pas effectivement à leur peuple ou à leur continent. Est-ce qu'on dira que finalement des décisions politiques viennent effriter une fois de plus à regarder ce qui s'est passé avec la CEDEAO? Ce sont des décisions politiques qui ont fini par amener cette scission au sein de la CEDEAO. Est-ce que l'UEMOA serait en train de partir là à regarder ce qui se passe à l'interne? Ben oui, c'est là le côté dangereux lorsque l'idéologie, au fond, vient se mêler de la technocratie. La technocratie, c'est comme la science, c'est des faits, c'est exact. Vous voyez? Mais sur le plan idéologique, si l'idéologie vient, je prends un exemple terre à terre. Vous êtes un gouvernement, ok? Si, moi je suis économiste, j'enseigne la politique économique à mes étudiants monétaires, budgétaires. Bien. Si vous êtes trop embarqué dans l'idéologie, et que l'idéologie a préséance sur la technocratie, vous allez tuer l'économie. Parce que vous allez obéir plus à vos convictions profondes au lieu d'obéir à ce que la science vous a appris. Et comment on doit appliquer la politique économique selon effectivement l'état conjoncturel de l'équilibre de sous-emploi sur ou sous, avec les politiques monétaires adaptées, budgétaires adaptées. Mais si vous êtes trop pas idéaliste, mais trop ancré dans votre idéologie, vous voyez très bien que vous êtes en sous-emploi de l'économie. Au lieu de mettre en place des politiques expansionnistes, vous émettez des politiques restrictives parce que vous êtes trop libéral, vous allez tuer l'économie. Vous voyez? C'est ce que je vois, je fais un parallélisme des formes là, c'est ce que je vois malheureusement que la politique, l'idéologie, va tuer des institutions technocratiques, monétaires comme l'UMOA. Mais vous savez, comme je l'ai dit, gouverner, c'est prévoir. Lorsque c'est comme un jeu d'échecs, nous sommes en théorie des jeux, à coup séquentiel. Mais il faut que vous ayez une longueur d'avance. Vous vous préparez bien à la... Pour ne pas être pris, voilà. Tout à fait. Le silence même autour de la création de la monnaie commune de l'AES pourrait être une stratégie pour ne pas que l'ennemi puisse anticiper sur les actions. Effectivement. Nous avons une formidable chance là de sortir en autant qu'on soit prêt, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas non plus sortir alors que nous n'avons pas depuis longtemps lancé le processus. Le plan B, la solution. Exactement, déjà. de souverainisme monétaire. Sinon, c'est nous qui allons nous retrouver dans des problèmes. Mais ça n'empêche pas que nous avons le droit de réclamer la présidence, effectivement, de l'UMOA. Les textes, les statuts le disent. Voilà. Clairement. Clairement. Et si on va jusqu'au retrait du Burkina, il va sans dire que les autres pays de l'AES vont également se retirer. Évidemment. Et nous allons vers un effritement de l'UEMOA à l'instar de la CEDEAO. De la CEDEAO, évidemment. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon vœu que je caresse parce qu'il faut sortir rapidement de la zone franc CFA. Il faut sortir de ce carcan monétaire qui empêche le développement, effectivement, de l'Afrique francophone.
la monnaie est un puissant instrument de financement du développement d'un pays. Si vous avez le contrôle de votre monnaie et de vos politiques monétaires, en autant qu'on ait des compétences, et les compétences, il y en a, comment gérer une banque centrale, qui au fond est l'organe qui régule au fond la politique monétaire, qui émet la monnaie, qui joue le rôle d'agent financier de l'État, comme des banques au travers de son rôle de prêteur en dernier ressort. Nous saurons comment, évidemment, gérer cette institution pour le bonheur de nos populations, parce que la monnaie, au travers de la politique du crédit à l'économie, permet le financement de la consommation, de l'investissement des dépenses publiques, dont le financement de la demande agrégée. Et donc l'offre agrégée qui vient des entreprises va suivre. La croissance simultanée des deux permet ce qu'on appelle la croissance économique. Et cette croissance économique, c'est la condition sine qua non au développement d'un pays. Parce qu'au travers d'elle, on va aller chercher les argents publics au travers des impôts sur les activités nouvellement créées pour financer la santé, l'éducation, les routes. Et au final, pour avoir le bien-être, le développement humain dont je parlais tantôt. En notant aussi que, du point de vue institutionnel, du point de vue infrastructurel, c'est ça en fait le rôle fondamental que doit jouer un gouvernement. Mettre en place évidemment les réformes institutionnelles, les réformes infrastructurelles qu'il faut, idoines, pour doper la performance économique et sociale du pays. Ce qui se passe en ce moment dans les 3 pays de l'AES. Exactement. Alors, on va dire très clairement que la création d'une monnaie commune va s'imposer d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, à ces 3 pays de l'AES. Mais toujours est-il qu'il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Effectivement. Restons sur la question de monnaie, parce que vous avez écrit un livre sur la zone CFA face à l'euro. Succinctement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? Ben, je voulais finalement montrer par là que le Gabon, comme presque tous les pays africains de la zone franc CFA, ne pouvait pas tirer profit de la dévaluation parce qu'il y a des conditions techniques. Ce n'est pas moi qui le dis. La condition, la loi Lerner-Marshall-Robinson, connue sous le concept de la courbe en J, montre que si les conditions, par exemple, des élasticités critiques n'est pas respectées, vous n'irez nulle part. Si vous n'avez pas des économies diversifiées, si vous n'avez pas des économies interconnectées pour permettre la mobilité à l'intérieur même de l'économie du pays, la mobilité des ressources productives qui vont aller s'investir, on sait que ces ressources permettent de doper la production. Si la demande extérieure n'est pas élastique, évidemment, au prix de vos exports, malgré la baisse du prix d'export en devises, parce que la dévaluation vise à baisser le prix de vos exports, la demande extérieure n'achètera pas vos biens. Si, à contrario, si de l'autre côté, il n'y a pas une élasticité entre le prix des imports qui monte à cause de la dévaluation et la demande intérieure, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que malgré la hausse du prix des imports, vous n'avez pas d'industrie d'import-substitution. Mais que va faire le peuple? Le peuple va continuer à importer à des prix plus élevés. Parce que la dévaluation va faire augmenter. Et donc, je montrais par là que cette politique monétaire ne marche pas et qu'il fallait plutôt aller vers une véritable intégration économique et monétaire africaine. Mais au-delà de ça, une union des faibles n'est pas bonne non plus. Il faut d'abord que chaque pays à l'intérieur fasse évidemment des efforts du point de vue institutionnel. Je vous le dis, le courant institutionnaliste en sciences politiques le dit clairement, que la performance économique est déterminée par le cadre institutionnel. C'est là la difficulté que nous avons, parce que nous avons, dans la plupart de ces pays africains, des dictateurs qui, pour rien au monde, puisqu'ils n'ont pas de reddition de comptes, ils n'ont aucune légitimité populaire, ils n'ont pas de temps à perdre avec les réformes institutionnelles. Vous voyez? Encore que la dictature n'est pas le problème, parce qu'il y a de bons dictateurs qui peuvent promouvoir le bien-être de leur population. Mais dans le cas spécifique du Gabon et de l'Afrique centrale, c'est des gouvernants malveillants. Malveillants, ils savent ce qu'ils font. C'est des gens qui ont à l'intérieur des diplômés, je ne dirais pas intellectuels, parce que c'est trop fort pour de les qualifier d'intellectuels, mais qui font usage des connaissances acquises dans une mauvaise utilisation. Quel est l'avenir du franc CFA sur le continent selon vous? Comment? Quel est l'avenir du franc CFA sur le continent selon vous? Pour moi, le franc CFA a appelé à mourir. Et le coût de
de semonce de la mort du franc CFA viendra de l'AES, en autant que l'AES aille jusqu'au bout de sa logique. Alors, vous êtes économiste. Certains doutent de la capacité de l'AES à créer sa propre monnaie, à regarder ces trois pays-là, et vous avez foi que ces pays-là ont, contrairement à ce que les gens pensent, la capacité de créer leur propre monnaie. Non, je pense que ne faut pas non plus se précipiter. Quand j'ai dit tantôt qu'au gouverneur c'est prévoir, ça ne veut pas dire qu'il faut aller... vous savez l'adage qui dit qui va lentement va sûrement. Il faut bien penser parce qu'une monnaie ne se crée pas comme ça. Et d'ailleurs, je m'adresse aux autorités du pays. Je suis là pour apporter mon capital humain au Burkina Faso notamment et globalement au pays de l'AES pour ces questions-là, pour ces questions monétaires. Donc, au-delà des signes monétaires à adopter, l'effigie à faire et compagnie, ça, c'est pas trop important pour nous en économie. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est quoi le régime de change qu'on veut adopter pour la monnaie. Ok? Est-ce que c'est un régime de change fixe? Est-ce que c'est un régime de change flottant? Est-ce que c'est un crawling peg? C'est-à-dire entre le fixe et le flottant? Bien. À partir de là, on pourrait même aller au niveau du système monétaire international, se poser la question de savoir c'est quoi le régime au niveau du système monétaire international, c'est quoi les accords monétaires qu'on pourrait effectivement se faire. Est-ce qu'il faut revenir à l'étalon or? Est-ce qu'il faut revenir à l'étalon de change or, où le dollar était la monnaie comme intermédiaire entre les autres monnaies et l'or? Est-ce qu'il faut garder le système actuel? On a une formidable chance d'avoir des ressources naturelles, notamment l'or. Moi, je préconise de revenir au système d'étalon or. Il est inconcevable qu'il y a des pays qui émettent du papier, ils donnent une valeur à ce papier et ce papier vient acheter des tonnes de vos matières premières à vil prix. Ça n'a pas de bon sens. Or, l'avantage de l'étalon or, c'est que nous allons revenir un peu comme au troc. Mais on sera dans une certaine justice. Parce qu'en fonction de ton stock d'or, tu établis la parité, c'est-à-dire le poids de ta monnaie en or. Et là, on verra qui réellement a du stock d'or. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut réfléchir sur tous ces problèmes, tous ces aspects de la monnaie pour trouver c'est quoi le bon régime qui doit aller avec la monnaie que nous allons émettre. Évidemment, il faut aussi travailler l'économie parce qu'une monnaie a de la valeur par rapport à l'économie, sortir de la spécialisation primaire pour aller vers une véritable économie qui repose sur la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est comme le président capitaine est en train de faire, c'est ça les théories de la croissance endogène. Il faut transformer plusieurs fois la matière première localement. Au Botswana, eux, ils ont interdit d'exporter jusqu'à la 5e transformation. Vous ne pouvez pas exporter la matière première, vous devez transformer localement jusqu'au 5e niveau. Imaginez les énormes retombées économiques et sociales en termes de création d'emplois, de création de richesses nouvelles, en termes d'impôts, à aller lever impôts directs et indirects, les taxes de consommation. Imaginez-vous le pays qui s'enrichit et qui retourne cela au peuple au travers des paiements de transfert, c'est-à-dire des allocations, des subventions, mais aussi au travers des dépenses d'immobilisation en termes de santé, de routes, d'écoles. Imaginez-vous. Et c'est ça la raison pour laquelle on combat justement l'AES, parce qu'ils ont compris que si on met le doigt sur le souverainisme, évidemment, monétaire de nos matières premières, sauf que pour l'instant, c'est encore un souverainisme qui est comme encore un peu tronqué. Il faut aller jusqu'au bout de la logique en accélérant le processus, mais de façon sûre. Il y a des compétences en Afrique. Moi, je suis au Canada. Je peux très bien demander une mise en disponibilité pour venir aider le Burkina sur ce plan-là. Vu que vous êtes en passe de vous installer, évidemment, à travers votre fondation au effectivement. Burkina Faso. Alors, autre question d'actualité, c'est les BRICS qui viennent de finir un sommet. Alors, les BRICS que certains voient comme une opportunité pour le Sahel, est-ce le même regard que vous faites? Est-ce que comment? Est-ce le même regard que vous faites? Certains voient une opportunité pour les pays de l'AES. Ben oui. Oui. Ils prônent un monde multipolaire. Ben oui. Contrairement à... C'est une grande opportunité. Regardez ce qui se passe dans le monde actuellement.
Vous savez, aujourd'hui, là, évoluer en isolement est très dangereux parce que si vous avez des problèmes face à un ennemi plus fort, il vous terrasse. Vous êtes obligé de travailler en réseau, d'aller chercher des amis, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan, pourquoi pas militaire. Donc, s'il y a une possibilité de s'insérer dans les BRICS, il faut y aller. Parce que les valeurs ajoutées, les retombées seront énormes sur le plan économique, sur le plan financier. Les BRICS sont en train aujourd'hui de créer une monnaie qui s'en vient, qui va rivaliser le dollar américain. Économiquement, les BRICS, c'est une puissance. La Chine, on ne le dit pas assez, la Chine, en réalité, déjà, la Paris sera gagnée. Ce sera gagné. Il est en train d'ailleurs d'être gagné avec justement l'aide de certains pays extérieurs que je remercie pour aider au souverainisme de l'Afrique parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand vous êtes seul et donc faible, il est très facile que le prédateur qui rôde vous terrasse durablement ou à nouveau. Donc, une fois le problème sécuritaire sera réglé, j'aimerais qu'au niveau institutionnel, les institutions sont vues en sciences politiques comme des règles formelles et ou informelles qui vont réguler les relations entre les agents. Au niveau institutionnel, il faut faire des réformes drastiques, notamment en commençant par la justice, qui au fond est l'ossature et l'épine dorsale même de l'architecture institutionnelle. Et cette réforme passerait par quoi? Ben, par l'indépendance de la justice, par l'indépendance des magistrats. Par exemple, le président du Conseil supérieur de la magistrature devrait pas être nommé par le président, mais être élu par les pairs, par exemple. Par exemple, les procureurs devraient être élus par la population, comme ça se fait aux États-Unis, pour plus d'indépendance. Parce que c'est important que la justice soit indépendante et c'est cette justice qui permettra, étant indépendante, de lutter contre l'inefficacité gouvernementale, l'inefficacité administrative, de lutter contre la corruption, parce que ça va aller tout seul. Et lorsqu'au bout d'un certain temps, le pays sera efficace parce que les institutions fonctionnent bien. Vous savez, les institutions, il suffit de mettre de bonnes personnes à la tête, des personnes physiques. C'est elles qui animent les personnes morales qu'on appelle les institutions. Donc, vous avez déjà, on a la chance d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui a de l'amour pour le pays, qui est effectivement efficace en matière de travail pour le bonheur de son peuple. Je suis sûr qu'à la tête de toutes les institutions, on pourra avoir des gens comme ça. Voilà les réformes que j'attends. Régler le problème de l'insécurité, primo, parce que pour l'instant, vous avez les dégâts commis par les terroristes qui perturbent pas mal l'activité humaine, qui détruisent des vies humaines, qui perturbent l'activité économique et sociale. Or, comme je l'ai dit, si l'économie n'est pas performante, nous ne pouvons pas générer des revenus pour financer évidemment les dépenses publiques essentielles, les biens et services essentiels pour le peuple, pour le bonheur du peuple, pour leur niveau de vie toujours à promouvoir, à rehausser. Alors, un dernier mot pour terminer. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité qui m'a été donnée de venir à votre émission Entretien exclusif. Je vous félicite également pour le bon travail que vous faites d'éveil des consciences, parce qu'il faut que le peuple adhère à la vision des autorités et il le doit bien aux autorités qui travaillent bien. Parce que moi, je suis également politologue et ma spécialité, c'est l'évaluation des politiques publiques. Et quand je fais l'évaluation de la gouvernance des pays, le Burkina est vraiment sur la bonne voie. C'est pour cela, moi, depuis le Canada, j'ai décidé d'apporter ma contribution dans le développement de ce pays parce que je juge par les faits. Regardez mon propre pays, le Gabon, pourquoi je mets une croix? Pourquoi j'y vais pas? Mais parce que je ne voudrais pas aller ruiner mes efforts de développement là-bas. Pendant que tu vas travailler fort, l'environnement est tellement, comment dire ça, néfaste, délétère, que au fond, vous allez tourner sur place. Vous allez gaspiller vos ressources énergétiques, vos ressources financières, vos ressources en termes de compétences. Il n'y aura aucun développement qui sortira.
parce que institutionnellement, l'environnement, passez-moi de l'expression, est pourri. C'est pour cela que je suis venu au Burkina pour vraiment aider les autorités en place à promouvoir encore plus le bien-être, in fine, le bien-être de la population. Évidemment que les stratégies, les voies par lesquelles on passe, plutôt les tactiques, les voies par lesquelles on passe ne seront pas toujours les mêmes. Les mêmes. Moi, c'est le côté éducatif, le côté aussi social, avec la fondation pour mettre ma petite pierre à l'édifice. Et ça sera le dernier mot. Je rappelle que Dr Jacques Oukoué est économiste, financier, politologue, mais aussi le président de la Fondation Jacques Oukoué pour la bonne gouvernance en Afrique. Avec lui, il était question justement de parler de bonne gouvernance, de diplomatie, mais aussi de l'avenir du franc CFA sur le continent qui est incertaine selon le docteur Jacques Oukoué. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Tabira. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à nos programmes et reste que scotché à nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et TikTok pour ne rien rater et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.